Ma famille a dit que j'avais échoué, ils m'ont banni de la cérémonie. Puis le général a dit « Bienvenue, général Carter. Je m'appelle Evelyn Carter. J'ai 58 ans, et pendant plus de 3 décennies, j'ai servi dans l'armée des États-Unis. J'étais un officier commandant dans les opérations spéciales, formé à l'extraction à haut risque, à la stratégie et au silence. Mon dossier scellé, mes médailles rangées dans une boîte que personne n'a jamais ouverte. Mon nom effacé de la famille même pour la protection de laquelle je me suis autrefois battu. Dimanche dernier, je me tenais derrière une clôture lors de la cérémonie militaire annuelle de retour au foyer de la famille Carter, une cérémonie organisée chaque année pour honorer les hommes et les femmes de notre lignée qui avaient porté l'uniforme. Mon père était assis au premier rang. Mon frère portait son uniforme de cérémonie bleu de capitaine. Ma nièce et mon neveu, dans la marine, ont prononcé un discours sur l'héritage. Ils ont ri, posé pour des photographies, se sont appelés la lignée d'un fier service. Mais quand j'ai demandé à y assister, juste pour m'asseoir tranquillement au fond, ils ont dit « non ». Je n'étais pas invité. Je n'étais pas la bienvenue. Ils ont dit que j'avais échoué, que je n'avais pas ma place à une cérémonie célébrant l'honneur. Ils se sont moqués de moi pour ce qui s'est passé en Syrie, une décision que j'ai prise il y a 15 ans, alors qu'ils ne comprenaient pas et n'ont jamais voulu comprendre. « Tu as abandonné ton commandement », m'a dit un jour mon père. « Tu as déshonoré le nom des Carter. » Ils n'ont jamais demandé ce qui s'était réellement passé. Ils ne s'en sont jamais souciés. Alors, je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié. Je me suis tenu derrière le grillage, vêtu de vêtements civils, pendant qu'ils lisaient les noms des soi-disant héros de notre famille. Le mien n'était pas sur la liste. Mais 5 minutes après le début de la cérémonie, quelque chose s'est produit. Le sol a commencé à trembler. Pas à cause de la musique, à cause des moteurs. 21 V ont tourné au coin de la rue en formation serrée. Ils se déplaçaient comme un mur de tonnerre coordonné. 200 soldats, la poussière se soulevant derrière eux comme un rideau. Ils n'ont pas ralenti. Ils n'ont pas hésité. Ils ont encerclé le terrain en silence. Puis, un SUV noir s'est arrêté. La portière s'est ouverte, et un général 4 étoiles en est sorti. Il est passé devant les invités surpris, devant mon père qui s'était maintenant levé de son siège, et devant le podium où mon frère se tenait figé au milieu d'une phrase. Le général s'est arrêté devant moi, à l'extérieur de la clôture. Il m'a regardé dans les yeux, puis, devant tout le monde, il a exécuté un salut sec. « Bon retour, général Evelyn Carter. » Il l'a dit fort, d'une voix stable, sans place pour la confusion. Et soudain, c'est mon nom qui a résonné dans l'air. La foule est tombée dans un silence complet. Les appareils photo étaient immobiles. Personne ne bougeait. Mon père n'a pas parlé. Il ne pouvait pas. L'homme qui avait dit un jour que j'étais un échec se tenait là, sans voix. Vous voulez savoir ce que j'ai fait pour mériter ce salut? Pourquoi 200 soldats ont débarqué comme une parade militaire sans avertissement? Pourquoi le même gouvernement qui m'a retiré mon titre il y a 15 ans a choisi de m'honorer maintenant? Alors continuez à écouter. Parce que si vous ne lisez que les gros titres, vous penserez que j'ai abandonné une mission. Mais si vous écoutez l'histoire, vous comprendrez pourquoi j'ai rompu la chaîne de commandement pour sauver 43 enfants et pourquoi je suis restée silencieuse pendant plus d'une décennie jusqu'au jour où mon nom s'est vu refuser une place dans ma propre famille. Je ne suis pas venu ce jour-là pour la reconnaissance. Je suis venu pour leur rappeler qu'effacer mon nom n'efface pas la vérité. Et cette fois, je n'étais pas la seule à m'en souvenir. Je n'ai pas tourné la tête quand le premier moteur a rugi. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais le son, le grondement grave et musclé du diesel tactique, un mouvement synchronisé, pas une parade civile. Ce n'était pas une performance de la garde nationale. Le bruit s'est intensifié. Les chaises ont commencé à vibrer. Les enfants sur la pelouse de devant se sont bouchés les oreilles. Les invités ont regardé vers la rue, confus, plissant les yeux sous le soleil. Puis quelqu'un l'a dit, est-ce que ce sont des invés? Ils sont arrivés au coin de la rue en formation parfaite, 20 d'entre eux, la poussière soulevée derrière les drapeaux américains montés des deux côtés. Pas de musique, pas de sirène, juste le silence et l'acier. 200 soldats sortant en rangée de 10, sans un mot. Toute la foule de la cérémonie s'est figée. Je suis resté derrière le grillage, les mains toujours croisées, le visage impassible. Mais à l'intérieur, mon rythme cardiaque a ralenti. Ma respiration est devenue mesurée.
J'avais demandé précisément 45 minutes de déclassification. Ni plus, ni moins. Et ce compte à rebours venait de commencer. Le dernier véhicule s'est arrêté au centre. Les portières se sont ouvertes, et le général Malcolm Rodd, commandant du commandement central de l'armée américaine, en est sorti. 4 étoiles sur chaque épaule, 35 ans de service. Un homme que je n'avais pas vu depuis le jour où il m'avait dit de porter le chapeau pour la Syrie. Il n'a pas jeté un regard vers le podium. Il n'a pas salué mon père. Il a marché directement vers la clôture, s'est arrêté à 1 mètre de moi, et a salué. Sec, net, formel. Bon retour, général Evelyn Carter, a-t-il dit. Des halètements ont traversé la foule. J'ai pu entendre ma nièce murmurer, a-t-il dit général? Les lèvres de mon frère se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Et mon père qui m'avait dit un jour, on ne te saluera plus jamais, est resté là, les yeux grands ouverts, le dos raide, alors que l'officier le plus haut gradé présent saluait la fille qu'il avait effacée. Puis, derrière Rodd, chaque soldat, absolument chacun d'entre eux, a levé la main en synchronisation et a imité le salut. Une vague de respect silencieux, un corridor d'honneur. Je n'ai pas rendu le salut. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai avancé à travers le portail ouvert, quelqu'un l'avait discrètement déverrouillé. Je me suis tenu devant eux, le dos droit, les épaules stables. J'ai hoché la tête, non par fierté, mais par quelque chose de plus profond, une connaissance, une vérité reconquise. Et à cet instant, le poids de 15 ans s'est déplacé. Non pas parce que le monde me croyait maintenant, mais parce que je n'avais plus besoin qu'il le fasse. Si vous voulez comprendre pourquoi cela s'est produit, pourquoi un nom autrefois entaché par la honte se tenait soudainement de nouveau en grand uniforme, vous devrez retourner en arrière avec moi. Retourner en Syrie. Retourner aux ordres que l'on m'avait donnés. Et à ceux que j'ai refusé de suivre. Parce que l'histoire qu'ils ont racontée n'était pas la vérité. Et la vérité qu'ils ont enterrée? Il est temps de la déterrer. Dans ma famille, chaque mur racontait une histoire. Le salon de la maison de mon père était une galerie de générations, des portraits en noir et blanc de grands-oncles pendant la Seconde Guerre mondiale, des cousins en tenue de camouflage désert pendant l'opération Tempête du désert, mon frère dans son uniforme d'académie souriant comme un Kennedy. Même mon grand-père, debout à côté du général Patton sur une photo que personne n'avait le droit de toucher, avait son cadre fixé au-dessus de la cheminée. Les Carter portaient l'uniforme comme une seconde peau. Le service n'était pas un choix, c'était une attente. On ne demandait pas, si, on demandait, quelle branche. À l'âge de 16 ans, mon chemin était déjà tout tracé. Et à un moment donné, ma photo était là-haut aussi. Une photo encadrée prise le jour où j'ai reçu ma première commission. Mes cheveux soigneusement rentrés sous ma casquette, la mâchoire serrée de détermination. Elle était accrochée juste à droite de celle de mon frère, légèrement plus bas, car, comme mon père l'avait dit un jour en plaisantant, le grade va de gauche à droite, du plus âgé au plus jeune. Pendant des années, je me suis tenu fièrement sur ce mur. Non pas parce que je recherchais l'attention, mais parce que cela ressemblait à un foyer, à une preuve que j'appartenais à cet endroit. Chaque fois que je rentrais en permission, quelqu'un disait, la voilà, la fille qui a surpassé les garçons. Et je souriais et les laissais croire que c'était toute l'histoire. Mais après la Syrie, après 2010, ma photo a été retirée. Ils n'ont rien dit quand c'est arrivé. Pas d'annonce, pas de dispute. Juste un jour, elle avait disparu, remplacée par une aquarelle d'un aigle à tête blanche. Subtil, symbolique, final. Mon père n'en a jamais parlé directement, mais mon frère, si. Lors d'un dîner des mois plus tard, après que mon nom ait été discrètement retiré d'une liste d'invités à un événement familial. Tu sais pourquoi, a-t-il dit en coupant son steak. Tu as désobéi à un ordre. Tu as retiré ton unité avant que le commandement ne donne le feu vert. Ce n'est pas de la bravoure, Eve. C'est de la désertion. Il l'a dit comme s'il lisait un manuel, comme s'il ne parlait pas à la sœur qui lui avait autrefois appris à tirer, qui avait renoncé à ses propres chances de promotion pour qu'il puisse fréquenter l'école qu'il voulait. Dans ma famille, c'est cette version de l'histoire qui est restée. Evelyn Carter a désobéi. Evelyn Carter a embarrassé l'armée. Evelyn Carter a perdu sa commission. Evelyn Carter a fui. Peu importait que je n'ai jamais demandé de procès public, qu'on m'ait ordonné de signer un accord de confidentialité, que tout ce que j'ai fait ce jour-là, je l'ai fait pour sauver des vies. Ce qui importait,
c'est que le non-Carter avait maintenant une note de bas de page à côté de lui, et que personne ne voulait la lire à haute voix. Au dîner de retraite de mon père, je n'ai pas été mentionné dans son discours, pas même comme « ma fille qui a servi ». C'était comme si je n'avais jamais porté l'uniforme. Et le pire? Je les ai laissés faire. Parce qu'expliquer la vérité aurait signifié briser un silence que j'avais juré de garder. Parce que me défendre aurait nécessité de révéler des choses qui n'étaient jamais censées être publiques. Parce que je pensais que si je restais assez longtemps silencieuse, peut-être qu'ils me verraient à nouveau. Mais au lieu de cela, ils ont rempli le cadre vide de silence. Et avec le temps, le silence s'est durci en conviction. Vous voyez, les gens n'ont pas besoin de preuves pour vous effacer. Ils ont juste besoin d'une histoire qui semble assez proche de la vérité et d'un mur avec une photo en moins. La dernière fois que j'ai été invité à un dîner de famille Carter, la table était dressée pour 14 personnes. Je m'en souviens parce que ma nièce avait utilisé des cartons nominatifs, de petits morceaux de carton pliés avec des lettres dorées. Chacun avait une place avec son titre, capitaine, lieutenant, docteur, aumônier. Le mien disait juste « Evelyne ». Pas de grade, pas de reconnaissance, juste mon nom écrit en petit, coincé entre un verre à eau et une fourchette à salade. Ils m'ont assise au bout de la table, à côté du porte-manteau et de la chaise de rechange utilisée uniquement lorsque le chien s'aventurait à l'intérieur. Mon frère était assis en bout de table, se délectant d'histoires sur une promotion récente. Mon père se penchait près de lui, riant plus fort que d'habitude. Ma photo n'était déjà plus sur le mur à ce moment-là. Personne ne l'a mentionné. Pendant tout le repas, mon père ne m'a jamais regardé. Pas une seule fois. Pas quand je lui ai passé le beurre. Pas quand je me suis levé pour remplir mon verre d'eau. Il s'est adressé à tout le monde. A demandé à mon cousin des nouvelles de son déploiement, a félicité ma nièce pour sa bourse navale, a remercié mon frère de porter le nom Carter en avant. Il m'a sauté comme si j'étais une piste rayée sur un CD. À mi-chemin du dîner, mon cousin a porté un toast, pour honorer ceux qui ont servi avec distinction. Les verres ont tinté, les sourires se sont échangés. J'ai levé le mien aussi, mais personne n'a remarqué. Ils étaient trop occupés à regarder mon frère, qui rédigeait déjà une réponse qui semblait pré-répétée. Je suis restée silencieuse. Je pouvais sentir la distance comme une seconde peau. Pas seulement entre nos sièges, mais dans chaque regard qui évitait le mien, chaque conversation dont j'étais exclu, chaque phrase qui utilisait « nous », mais jamais « toi ». Après le dessert, j'ai aidé à débarrasser les assiettes. Vieille habitude. Ma mère disait, on peut toujours dire qui a été élevé avec discipline par qui reste pour nettoyer. Mais elle n'était plus là. Et ce soir-là, personne n'a offert son aide. J'ai rincé la dernière assiette, séché mes mains sur une serviette, et me suis tourné vers mon frère. Je crois que je vais y aller. Il a hoché la tête. Pas de câlin, pas d'accompagnement jusqu'à la porte, juste un « merci d'être venu » distrait. Je suis passé devant mon père en sortant. Il n'a pas parlé, mais il s'est déplacé sur son siège, se tournant légèrement, comme si même ma silhouette était une offense. Personne ne m'a appelé après cette nuit-là. Pas de texto, pas de nouvelles, pas d'invitation. Quand mon cousin s'est marié le printemps suivant, je l'ai découvert grâce à une photo où il était identifié. Je n'étais pas invité. Quand mon frère a eu son premier enfant, je l'ai appris par un collègue au ministère des Anciens Combattants. À ce moment-là, je savais que je n'étais plus une fille, une sœur ou une tante. Juste un fantôme qui portait le même nom de famille. Des années plus tard, j'apprendrai par hasard que mon nom avait été omis du testament de mon père. Pas déplacé, pas contesté, simplement effacé, comme si je n'avais jamais existé. Et honnêtement, je n'étais pas surprise. Parce que ce dîner n'était pas juste un repas. C'était un message, une déclaration d'exil livrée avec des serviettes et du silence. Je suis sorti cette nuit-là dans le froid, les clés à la main, et j'ai réalisé quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'une prison pour avoir l'impression d'être exclu de votre propre vie. Vous avez juste besoin d'une table où tout le monde vous regarde à travers, comme si vous n'aviez jamais été assis là pour commencer. J'ai un jour tenu le pouvoir entre mes mains. Pas le genre que l'on manie avec du bruit et des médailles, mais le genre silencieux. Celui qui vient avec des ordres classifiés, des appels téléphoniques de minuit, et des décisions qui changent le destin de personnes dont vous ne connaîtrez jamais le nom. J'ai dirigé des équipes dont personne ne parle, des opérations qui n'existaient pas, des missions qui, en cas de succès, seraient oubliées, et en cas d'échec, seraient désavouées.
Je ne commandais pas depuis un podium, mais depuis le silence. Et en silence, j'ai accompli mon devoir. J'ai appris très tôt que les meilleurs soldats ne laissent pas d'empreintes, ils laissent des ombres. Et j'étais sacrément doué dans mon travail. Mes équipes m'appelaient « mère fantôme ». Cela a commencé comme une blague parce que j'apparaissais dans des endroits où je n'étais pas censé être, résolvais des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre, et disparaissais avant que quiconque puisse dire merci. Je n'avais pas besoin des remerciements. Ce dont j'avais besoin, c'était de l'impact, et je l'avais. Jusqu'à ce que je ne l'ai plus. Il y a eu une fois, une seule, où quelqu'un a essayé de me donner du crédit. C'était après une intervention humanitaire en Afrique de l'Ouest. Nous avions extrait un groupe de médecins assiégés sans aucune victime, sous un feu nourri, contre toute attente. L'unité que je dirigeais a agi avec précision, tenue et clarté morale. Ce n'était pas glamour, mais cela a sauvé des vies. Mon officier supérieur a soumis mon nom pour la croix du service distingué. Je ne l'ai même pas su avant que la paperasse ne soit déjà montée dans la chaîne de commandement. Puis elle a stagné. 2 semaines plus tard, la récompense a été reconsidérée. 3 semaines après cela, j'ai reçu l'appel. Une voix que je ne reconnaissais pas, quelqu'un de trop jeune, trop répété, m'a dit que la nomination avait été retirée. Pas de raison, pas d'excuse, juste une déclaration plate, « Madame, la recommandation a été annulée en raison d'évaluations récentes. » Je savais ce qu'il voulait dire. Il voulait dire la Syrie. Les chuchotements me suivaient déjà. Les briefings non officiels, la version mal rapportée de ce qui s'était passé près d'Alep. Celle où j'ai désobéi à un ordre direct et compromis une alliance multinationale. Cette version a circulé dans les rangs plus vite que les faits ne le pourraient jamais. Personne n'a appelé pour demander ma version. Personne ne voulait de nuances, et je n'étais pas autorisé à m'expliquer. La mission était scellée. Les conséquences étaient à moi de les porter. À partir de ce moment, mon nom a été marqué. Pas sur une liste noire, juste négligé, ignoré, évité. Les nouveaux officiers qui montaient en grade me jetaient un coup d'œil dans le couloir et souriaient maladroitement, ne sachant pas s'ils devaient saluer. Je suis devenu le genre de personnage que les gens mentionnaient à voix basse, elle était géniale jusqu'à ce truc en Syrie. Le commandement ne m'a pas renvoyé. Ils n'en avaient pas besoin. Ils m'ont réaffecté encore et encore. Moins de visibilité, moins de contribution. Finalement, j'ai pris du recul volontairement parce qu'il y a une limite au nombre de fois où l'on peut être invisible avant de commencer à croire que l'on n'est plus là du tout. Mais voici la partie qu'ils n'ont pas comprise. Je n'ai pas servi pour la cérémonie. J'ai servi parce que des gens étaient en danger et que j'avais la compétence pour les aider. Qu'ils mettent ou non une médaille sur ma poitrine ne changeait rien à ce que je faisais de mes mains. Pourtant, je mentirais si je disais que ça ne m'a pas piqué. De voir d'autres être célébrés pour en avoir fait moins, tandis que je disparaissais dans des notes de bas de page classifiées et des briefings à huis clos. J'ai si bien disparu, en fait, que lorsque je suis parti, personne ne l'a même remarqué. Du moins, pas jusqu'au jour où je suis apparu derrière cette clôture. Pas jusqu'à ce que les moteurs rugissent. Pas jusqu'à ce que quelqu'un demande « Pourquoi un général 4 étoiles la saluerait-elle » Syrie, 2010. Personne ne venait. C'était la première vérité que j'ai comprise ce jour-là. Nous avions des troupes au sol à l'extérieur d'un village à 30 miles à l'ouest d'Alep, opération Daggerlight. C'était censé être un balayage de routine, confirmer les renseignements, localiser les stocks d'armes, sécuriser le périmètre, et s'exfiltrer à la tombée de la nuit. Mais moins de 30 minutes après notre arrivée, tout a changé. La disposition des lieux ne correspondait pas aux images satellites. Le bâtiment qui était marqué comme une cache d'armes présumée avait des pupitres d'école à l'intérieur, des tableaux noirs cassés, des dessins encore épinglés au mur. Ce n'était pas une cachette. C'était une école convertie en quelque chose de bien plus sombre. Nous avons trouvé des cages au sous-sol. 43 enfants, sales, drogués, utilisés comme boucliers humains. Nos radios étaient brouillées. Les drones avaient été retirés pour réallocation, et l'équipe de secours retardée par une décision, non par la logistique. Plus tard, j'apprendrai pourquoi. Le village était sous la protection secrète d'un groupe paramilitaire étranger ayant des liens profonds avec l'un de nos alliés. Le département d'État avait discrètement donné son feu vert à la non-intervention en échange d'un accès aux renseignements sur les routes pétrolières régionales. Ce qui signifiait que nous n'étions pas censés être là. Ce qui signifiait que si les choses tournaient mal, nous serions désavoués. Alors,
quand j'ai demandé une évacuation d'urgence et qu'on m'a dit « Attendez de nouvelles instructions », j'ai su ce que cela signifiait. J'ai su qu'aucune aide ne viendrait. Nous avions peut-être 20 minutes avant que le complexe ne soit envahi. Je pouvais soit attendre un ordre qui ne viendrait pas, soit agir. J'ai choisi d'agir. J'ai ordonné à mon unité de se diviser, 2 équipes couvrant les sorties, une extrayant les enfants. Pas de formation, pas d'autorisation, juste de la précision et de la vitesse. Nous avons avancé à travers la poussière et les cris, à travers des portes piégées et des tirs provenant de toits déguisés en maison. 3 de mes soldats ont été blessés, aucun n'est mort, et chaque enfant s'en est sorti. Nous avons laissé derrière nous du sang et des fusils brisés. Nous avons aussi laissé derrière nous toute illusion que le commandement nous soutiendrait. Au moment où nous avons atteint la zone de sécurité, j'avais déjà envoyé le rapport post-action. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas tourné les choses à mon avantage. J'ai dit exactement ce que nous avions trouvé, exactement ce que nous avions fait, et exactement pourquoi je n'avais pas attendu. Je m'attendais à une réprimande. Ce que j'ai eu, c'est un silence plus fort que n'importe quel tribunal. Le rapport a été scellé. La mission reclassifiée. Quand j'ai demandé des félicitations pour mon équipe, on m'a répondu « Madame, nous avons décidé de ne pas poursuivre la documentation pour le moment. » C'était le code bureaucratique pour « Vous venez d'embarrasser quelqu'un avec beaucoup plus de pouvoir que vous. » Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre officielle « Examen de conduite initié pour non-respect de la chaîne de commandement. » Les enfants que nous avons sauvés? Relocalisés sous des pseudonymes humanitaires. Leurs identités scellées, leurs histoires jamais racontées. Le monde a continué de tourner, et je suis restée silencieuse parce que je savais que si je me battais, ces enfants deviendraient des gros titres, leurs visages placardés sur les écrans d'information, leur traumatisme instrumentalisé pour défendre une soldate qui n'avait plus de drapeau derrière son nom. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai absorbé le récit. J'ai laissé le dossier indiquer l'insubordination. J'ai laissé ma famille croire que j'avais fui. J'ai laissé les médailles aller à des officiers qui n'avaient jamais mis les pieds sur cette terre. Parce que ce n'était pas une question de gloire. C'était une question de 43 enfants qui ont eu la chance de grandir. Et si cela signifiait que je devenais une méchante dans mon propre pays, qu'il en soit ainsi. Parfois, la justice n'est pas bruyante. Parfois, ce sont 43 vies qui obtiennent une seconde chance parce qu'une personne a désobéi à un ordre qui n'a jamais été destiné à protéger les innocents en premier lieu. Ma famille ne connaissait pas la vérité. Mais le plus difficile? Ils ne voulaient pas la connaître. Après la Syrie, le silence du commandement a été brutal. Mais le silence de la maison? Celui-là a coupé plus profondément. Je me souviens avoir appelé mon père le jour où j'ai reçu l'avis d'examen de conduite. Je ne cherchais pas de sympathie. Je voulais juste qu'il l'entende de ma part, pas de quelqu'un d'autre. Il a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai dit, calmement, factuellement, que j'avais été officiellement cité pour désobéissance aux ordres et que j'avais accepté les conséquences. Il y a eu une longue pause sur la ligne. Puis il a dit, je t'ai appris à suivre la chaîne de commandement, pas à la réécrire. Et ce fut la fin de la conversation. Pas de questions, pas de curiosité. Pas de « est-ce que tu vas bien » ou « que s'est-il vraiment passé ?» Juste une dernière phrase avant qu'il ne raccroche, tu as jeté le déshonneur sur cette famille. 2 semaines plus tard, j'ai appris que mon nom avait été retiré de la plaque de la lignée militaire de notre famille, celle qui se trouvait dans le couloir juste à l'extérieur du bureau de mon père. Il avait fait venir un graveur local pour la remplacer par une plaque en laiton qui disait « Réservé pour service futur ». C'était comme si j'étais morte, et qu'il gardait la place pour quelqu'un de plus méritant. Peu de temps après, mon jeune frère, Daniel, a été promu major. Il grimpait déjà vite, mais lorsque j'ai quitté mon affectation sur le terrain, la porte s'est ouverte pour qu'il prenne ma place. Et il l'a fait, avec aisance. Il ne m'en a jamais parlé. Ne m'a jamais demandé si j'étais d'accord de me retirer. N'a jamais remis en question la manière dont il a bénéficié de ma chute. Peut-être s'est-il dit que je le méritais. Ou peut-être qu'il s'en fichait. Lors des réunions de famille, les rares auxquelles j'ai essayé d'assister, personne n'a prononcé mon nom. Si j'entrais dans la pièce, l'énergie changeait. Mes tantes souriaient poliment, puis se retiraient dans d'autres conversations. Mes cousins hochaient la tête de l'autre côté de la pièce, sans jamais s'approcher. Ma présence est devenue un inconvénient poli. Une année, lors du barbecue annuel du Memorial Day,
mon père a porté un toast aux braves hommes et femmes qui nous ont rendus fiers. Il a énuméré des noms, Daniel, oncle Roy, même un lointain cousin de la garde côtière qui avait autrefois livré du courrier à Gam. Il a complètement sauté le mien. Ce n'était pas un accident. J'ai alors réalisé que ma punition ne venait pas seulement de l'armée. Elle venait du sang, de l'héritage, des personnes qui étaient censées me connaître le mieux. Ça aurait été plus facile s'ils avaient demandé. Si même une seule personne avait dit « Raconte-moi ce qui s'est passé ». Pas la version des médias, pas la version officielle. La tienne. Mais ils ne l'ont jamais fait. Parce que mon histoire était gênante. Parce qu'elle les obligeait à remettre en question les règles selon lesquelles ils vivaient. Parce que cela signifiait admettre que parfois le système qu'ils vénéraient se trompe. Il était plus propre, plus simple, plus facile de croire que j'avais échoué, de me considérer comme le récit édifiant, d'utiliser mon nom comme un avertissement, ne soyez pas comme Evelyne. Ne pensez pas que vous savez mieux que le commandement. Ils ont dit que j'étais arrogante, que j'avais laissé mon ego coûter des vies même si aucune n'a été perdue, même si des vies ont été sauvées. Mais les faits n'ont pas d'importance quand les gens protègent leur confort. Ils préfèrent protéger un mensonge plutôt que d'affronter une vérité qui ne cadre pas dans un discours. Alors j'ai arrêté d'appeler, d'écrire, d'essayer d'expliquer. Je suis devenu l'histoire qu'ils racontaient à huis clos, le fantôme qui hantait les albums photos, celle dont ils baissaient la voix pour prononcer le nom. Et pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je les aimais plus qu'ils n'avaient la capacité de m'aimer en retour. Et parfois, l'amour signifie laisser les gens vous haïr si cela les aide à dormir plus facilement la nuit. 2 mois avant la cérémonie militaire de retour au foyer de la famille Carter, j'ai reçu un texto de ma cousine, Léa. Il était court, informel, presque négligent, salut, juste pour info. Grosse cérémonie de retour cet automne. Papa veut que ce soit la plus grande à ce jour. J'ai pensé que tu voudrais savoir. Il n'y avait pas de lien, pas d'invitation, pas de suivi. Pourtant, j'ai consulté le site officiel. Bien sûr, c'était là, réunion de l'héritage militaire Carter, honorer 3 générations de service. Le nom de mon frère était dans la bannière. Celui de mon père dans l'introduction. Même le mari de Léa, qui a servi 2 ans sans combat en Allemagne, avait un créneau horaire désigné pour parler. J'ai parcouru l'itinéraire, orateurs invités, remise de médailles, hommage vidéo, un segment intitulé « Les héros parmi nous ». Mon nom n'y figurait pas. Ni sous les honorés, ni dans le programme, ni même dans les notes de bas de page. Il y avait cependant une courte clause de non-responsabilité en bas de la page, en raison de la nature formelle de cet événement, nous prions les invités de s'abstenir d'inviter des personnes dont le service a fait l'objet de mesures disciplinaires. Ce n'était pas subtil. C'était dirigé contre moi. Ça m'a piqué, mais pas pour la raison que vous pourriez penser. Je n'avais pas besoin d'une place au premier rang. Je n'avais pas besoin d'un discours ou d'une médaille. Mais être effacé à nouveau, cette fois en public, devant des enfants qui pourraient grandir en pensant que je n'ai jamais fait partie de l'histoire? Ça, je ne pouvais pas le laisser passer. Non pas parce que je voulais de la reconnaissance. Parce que je devais quelque chose à 43 enfants qui n'ont jamais pu dire ce qui s'était passé. Aux soldats qui ont suivi mes ordres, en me faisant confiance, sachant que je savais ce que je faisais. À moi-même. J'ai donc soumis une demande formelle au département de la Défense. Pas pour contester l'événement, pas pour poursuivre en justice, juste pour déceler une partie limitée de mon dossier. 45 minutes de visibilité. Assez de temps pour que la vérité puisse respirer. Le processus n'a pas été facile. J'ai dû passer par 4 niveaux d'habilitation. J'ai dû signer de nouveaux accords de restriction qui feraient disparaître à nouveau le dossier dès que le temps serait écoulé. Mais finalement, la demande a été approuvée. 45 minutes, portée limitée, sur site uniquement. Pas de presse. Pas de reproduction. Je n'ai rien dit à personne. Ni à mon frère, ni à mon père, ni même à Léa, qui a probablement supposé que je ne viendrais pas. Dans les jours précédant l'événement, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas préparé de discours. Je n'ai pas sorti mon uniforme. Je ne me suis pas entraîné à expliquer pourquoi j'étais là si quelqu'un me le demandait. Parce que je ne venais pas pour expliquer. Je venais pour être témoin, pour les regarder dans les yeux, un par un, et leur montrer que j'étais toujours là, intact, sans honte, et non invité. J'ai acheté un billet de train au lieu de prendre l'avion,
j'ai porté des vêtements civils au lieu d'une tenue de cérémonie blanche, je suis arrivé la veille au soir, et j'ai séjourné dans un motel près de l'autoroute. J'ai observé l'espace de l'événement de l'autre côté de la rue, j'ai regardé les drapeaux être hissés, les chaises être disposées, la famille arriver par vagues, souriante, saluant, fière. Personne ne m'a remarqué. Et j'aimais ça. Ce matin-là, alors que j'étais assise derrière une clôture basse à regarder les discours commencer, je me sentais étrangement calme. Ce n'était pas de la vengeance. Il ne s'agissait pas de prouver que quelqu'un avait tort. Il s'agissait de récupérer mon nom. Même si ce n'était que pour 45 minutes. Même si personne ne le disait jamais à voix haute. Parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous présenter non pas pour être vu, mais pour vous rappeler que l'effacement n'est pas la même chose que l'absence. On m'avait effacé des registres, mais j'étais toujours là. Et la vérité? Elle n'est jamais partie avec moi. Je suis arrivé 1 heure en avance, non par empressement, mais par calcul. Je voulais éviter les foules, les regards, les salutations répétées. J'ai garé ma voiture à 2 pâtés de maison et j'ai fait le reste du trajet à pied, empruntant des rues secondaires et des ruelles comme de vieilles habitudes que je ne pouvais pas désapprendre. L'événement se tenait à Veteran Green, un petit parc municipal réaménagé chaque année pour cette cérémonie. Des rangées de chaises pliantes étaient installées sur la pelouse. Des drapeaux de chaque branche flottaient dans la brise. Une scène louée se tenait à l'avant, flanquée de 2 grands haut-parleurs et d'un podium enveloppé de banderoles rouges, blanches et bleues. Je portais un jean, une chemise bleu marine propre, pas de ruban, pas d'épinglette, pas de sceau militaire. Rien qui puisse suggérer que j'étais quelqu'un à qui il fallait prêter attention. Je me suis approché du chemin d'entrée principal, le gravier fraîchement ratissé. Un jeune homme en uniforme se tenait près du portail, un presse-papier à la main, vérifiant les noms. « Votre nom, madame » demanda-t-il, poli mais détaché. « Evelyn Carter » dis-je doucement. Il a regardé la liste. Son stylo a plané, puis est revenu en arrière. Il a tourné une page, puis une autre. « Je suis désolé, madame. Je ne vois pas votre nom ici. »« Je ne suis pas sur la liste » ai-je répondu. « Je ne demande pas une place à l'avant. Juste au fond. »« Je ne dérangerai pas » il a hésité, à regarder par-dessus son épaule vers un groupe d'organisateurs regroupés près de la scène. J'ai reçu l'instruction de ne pas autoriser l'entrée aux personnes non enregistrées formellement. Je suis vraiment désolé. J'ai hoché la tête. Pas de colère, pas d'argument, juste un « merci » silencieux en m'écartant. J'ai trouvé une place au bord du parc, derrière une clôture basse qui séparait la zone des sièges du trottoir. La vue n'était pas excellente, mais je n'étais pas là pour regarder. J'étais là pour être témoin. Une femme poussant une poussette m'a adressé un sourire chaleureux et a continué son chemin. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai trouvé du réconfort dans l'anonymat. Je me suis assise sur le court muret de pierre qui bordait l'herbe, les jambes croisées, les mains sur mes genoux, le dos droit encore de vieilles habitudes. De là où j'étais assise, je pouvais voir toute la scène. Mon frère se tenait près du podium, répétant ses notes. Mon père était déjà au premier rang, la posture parfaite, la mâchoire serrée, une fierté de vétéran drapée sur tout son corps. Je les ai regardés saluer des cousins, serrer la main de conseillers municipaux, poser pour des photos avec d'autres invités décorés et des gens que je connaissais, des gens qui me connaissaient autrefois. Aucun d'eux n'a regardé dans ma direction, et je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas là pour interrompre. Je n'étais pas là pour corriger. J'étais là parce que cela avait été mon histoire, aussi. Un bénévole distribuait des programmes imprimés. Un enfant est passé en courant devant moi avec un drapeau dans chaque main. Une petite fanfare accordait ses instruments sous une tente blanche sur le côté. Puis la cérémonie a commencé, une invocation, quelques mots du maire, une lecture du tableau d'honneur de la famille Carter. J'ai reconnu chaque nom et j'ai senti l'absence du mien comme un écho silencieux entre les syllabes. Ils ont mentionné mon frère 2 fois, une fois pour son service actif, une fois pour son service communautaire. Ils ont même mentionné le mari de ma cousine qui n'a jamais été déployé. Mais pas moi. Pas une seule fois. Je suis restée assise, respirant lentement, comptant chaque pause entre les applaudissements. Chaque acclamation, un rappel que je ne faisais plus partie des applaudissements. Et pourtant, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas effacée. Parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas.
Le compte à rebours était enclenché, et 45 minutes venaient de commencer. Alors que mon frère montait sur scène, s'éclaircissant la gorge dans le microphone, je fixais l'ourlet du drapeau derrière lui. Les étoiles étaient nettes, le rouge si vif qu'il semblait humide. Cela me rappelait un autre genre de rouge, un autre genre de silence. Alep, 2010. Mes bottes ont touché la terre à 3 heures. Nous avons avancé à couvert, le souffle contrôlé, sans lampe de poche, sans communication radio. Nos ordres étaient précis, balayer le corridor nord, confirmer la présence d'une cache d'armes ennemies, éviter la confrontation avec les civils. Mais ce que nous avons trouvé, ce n'était pas des munitions. C'étaient des enfants, en cage, drogués, certains inconscients, utilisés comme boucliers par des militants qui savaient comment exploiter les règles d'engagement américaines. Et soudain, chaque protocole que j'avais toujours suivi s'est effondré à mes pieds. Les renseignements disaient que le complexe était une cible prioritaire. Le commandement a dit, maintenez la position, attendez une nouvelle autorisation. Mais je savais que l'autorisation ne viendrait pas. Pas à temps. Pas sans conséquences. Parce qu'il y avait d'autres intérêts en jeu, des intérêts politiques, et les enfants n'étaient pas à l'ordre du jour. J'avais une décision à prendre, obéir et attendre, ou désobéir et agir. J'ai choisi d'agir. Nous avons rompu la formation et nous sommes divisés en équipes d'extraction. J'ai mené la charge par l'entrée, j'ai essuyé des tirs en moins de 60 secondes. 2 hommes sont tombés, un touché à l'épaule, l'autre à la jambe, brisé. Nous les avons traînés dehors tandis que les tirs de couverture résonnaient derrière nous comme un tonnerre en colère. Nous avons forcé l'entrée du sous-sol et trouvé 43 enfants, pieds nus, tremblants, à peine réactifs. J'ai appelé par radio, cargaison localisée. Demande d'évacuation immédiate. Silence. J'ai répété, ici éco-leader. J'ai 43 mineurs civils. Demande d'évacuation urgente. Plus de silence. Puis des parasites. Puis enfin, cette opération n'est pas autorisée. Ne procédez pas, j'ai fixé la radio comme si elle avait fait pousser des dents. Ne pas procéder. Nous avions quelques secondes avant que l'ennemi ne se regroupe, quelques secondes avant que ce bâtiment ne devienne un tombeau. Je n'ai pas redemandé. J'ai donné l'ordre, évacuation. Maintenant. Nous partons, peu importe ce qu'ils disent. Nous avons sorti ces enfants, enveloppés dans des couvertures de rechange et des gilets pare-balles. Nous les avons chargés dans des camions, les avons couverts de nos propres vestes. Nous n'avons pas regardé en arrière. Au moment où nous avons atteint la zone de sécurité, un enfant a eu une crise d'épilepsie. 2 autres vomissaient à cause de la sédation qu'on leur avait administrée. Un, le plus petit, âgé de 5 ans à peine, s'est accroché à ma jambe comme si j'étais la seule chose au monde qui valait la peine d'être tenue. Nous les avons sauvés, tous. Mais le commandement ne l'a pas vu de cette façon. Leur message était clair, vous avez exposé un compromis politique. Vous avez risqué des retombées diplomatiques. Vous avez agi de votre propre chef. Et je suis donc devenu un problème à gérer. La mission a été scellée. Mon dossier effacé. L'histoire officielle disait, renseignement compromis. Évacuation de civils incomplète. Pas une seule ligne sur les vies que nous avons sauvées. Aucune mention des enfants. Pas même une note de bas de page. Ils voulaient que ce soit effacé. Et je les ai laissés faire. Parce que me battre aurait signifié traîner ces enfants sous des projecteurs qu'ils n'avaient pas demandé. Cela aurait signifié dire au monde qui les avait abandonnés et qui avait essayé de le cacher. Alors, j'ai accepté la réprimande, signé l'accord de non-divulgation, et quitté le champ de bataille sans applaudissements, sans explication. Mais pas cette fois. Alors que la voix de mon frère résonnait sur la pelouse, pleine de fierté, pleine de performance, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli. Cette fois, je suis resté derrière la clôture, bien en vue. Parce que pour la première fois en plus d'une décennie, ce n'était pas moi qu'on extrayait. C'était moi qui tenais la position, qui tenait bon, et qui attendait. Pas le sauvetage, mais le jugement. Cela a commencé par un tremblement, subtil au début, comme un tonnerre lointain. Le genre de son qui fait s'envoler les oiseaux des arbres avant que quiconque ne remarque pourquoi. Les gens ont tourné la tête, des murmures s'élevant comme la température. Puis le son s'est intensifié. La vibration s'est déplacée sous la semelle de mes pieds. Des moteurs. Lourds. Familiers. Quelqu'un près de la scène a protégé ses yeux avec sa main.
Qu'est-ce que c'est que ça, a chuchoté un autre. Je savais déjà. 21 V ont tourné au coin de la rue en formation serrée, les phares éteints, la poussière tourbillonnant derrière eux comme un brouillard agité par la mémoire. Leur approche était méthodique. Pas de klaxons assourdissants, pas de drapeaux agités, juste une présence brute. On pouvait sentir le silence entre chaque rotation des pneus. Ils ne faisaient pas partie du programme. Personne ne les avait invités, mais ils sont venus quand même. La cérémonie s'est interrompue au milieu d'une phrase. Mon frère s'est arrêté au podium, les sourcils froncés. Mon père s'est levé lentement, scrutant la formation comme s'il essayait de calculer si c'était une protestation, une erreur, ou quelque chose de pire. Le convoi s'est arrêté. Des soldats sont sortis avec des mouvements coordonnés, 200 d'entre eux. Les bottes ont touché le sol en rythme, formant un couloir droit au milieu de la pelouse. Puis le dernier véhicule s'est ouvert, et le général Malcolm Rodd en est sorti. 4 étoiles scintillant sous le soleil de midi, l'uniforme de cérémonie impeccable, le visage impassible. L'officier le plus haut gradé présent est le seul homme que je n'avais pas vu depuis le jour où il avait signé l'ordre qui avait scellé mon dossier. Il n'a pas salué la foule, n'a pas serré de main, n'a pas fait de signe. Il est passé devant les invités assis, les officiels de la ville, la famille Carter, et le podium, tous silencieux maintenant, ne sachant que penser de cette rupture de tradition qui se déroulait. Il a marché vers le côté de la clôture où j'étais toujours assise, les mains croisées, le dos droit. Et il s'est arrêté juste devant moi. Le monde a retenu son souffle. Puis, avec une posture parfaite et une clarté totale, il a levé la main droite et a salué. Bon retour, général Evelyn Carter. Mon nom, complet et formel, a retenti sur la pelouse comme une cloche frappée après des années de silence. Des halètements ont traversé la foule comme le vent dans des feuilles cassantes. Quelqu'un a laissé tomber un programme. Quelqu'un d'autre a dit, a-t-il dit général? Je me suis levé. Pas rapidement, pas triomphalement, juste avec détermination. Le général Rodd a baissé son salut. J'ai demandé que vos pleins honneurs soient rétablis, a-t-il dit, la voix calme et résolue. Temporairement déclassifié. Avec effet immédiat. Il s'est tourné vers la foule, élevant la voix pour être entendu. Pour ceux qui ne le savent pas, cette femme a servi 33 ans dans l'armée des États-Unis. Elle a dirigé des opérations classifiées dans 5 pays. Elle a sauvé des vies dans des endroits que nous ne sommes pas autorisés à nommer. Elle a maintenu son rang quand d'autres avaient peur. Et quand le système a échoué, elle a tenu la ligne. Il s'est retourné vers moi. Nous avons oublié de dire merci. Jusqu'à maintenant. Puis, comme sur un signal, les 200 soldats derrière lui ont levé la main et ont salué à l'unisson. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Mais à l'intérieur, j'ai senti quelque chose changer. Pas de la justification, pas de la vengeance, juste la gravité qui se réalignait. Derrière moi, j'ai entendu des voix, douces au début, puis s'élevant. Elle était l'une des nôtres? Comment ont-ils pu ne pas l'inclure? Général Carter? Je pensais qu'elle était. Ils n'ont pas fini la phrase parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient pensé, et ils savaient à quel point cela sonnait faux maintenant. Mon frère était toujours figé au micro. Mon père ne s'était pas rassis. Rodd a jeté un dernier regard. Voudriez-vous leur adresser la parole? J'ai secoué la tête. Pas besoin. Je suis déjà entendu. Il a hoché la tête, s'est écarté, et d'un seul mouvement, ses soldats ont reformé les rangs, cette fois tournés vers l'extérieur, comme s'ils protégeaient quelque chose de sacré. Moi? Non. La vérité. Il marchait lentement, non pas avec hésitation, mais délibérément, comme si chaque pas avait un poids, comme s'il avait répété cela dans sa tête 1000 fois. Et maintenant, debout devant des centaines d'inconnus, il voulait que chaque seconde compte. Il avait l'air d'avoir 25 ans, peut-être 26, les cheveux coupés courts, un costume gris. Ses chaussures étaient poussiéreuses, comme s'il avait traversé le parc à pied au lieu de prendre la route. Dans sa main, il tenait une lettre pliée. Je l'ai reconnu avant tout le monde. Pas par son nom, je n'ai jamais su son nom, mais par la forme de son visage, par la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, par la façon dont il tenait ses épaules comme s'il avait un jour porté le poids du monde à l'âge de 5 ans. C'était l'un des enfants de Syrie. De cette nuit-là. Du sous-sol. Un bénévole a murmuré quelque chose au maître de cérémonie. Le microphone lui a été remis. Personne n'a objecté.
Personne ne savait qui il était, mais quelque chose dans le silence a dit à tout le monde d'écouter. Il a déplié la lettre, s'est éclairci la gorge, et a commencé. Je m'appelle Dr Azim Khalil. Je suis né à Alep. Quand j'avais 5 ans, j'ai été enlevé de mon village et utilisé comme bouclier humain par des hommes qui se moquaient de savoir si je vivais ou si je mourais. La foule était dans un silence de mort. Il a continué, le 16 février 2010, une unité américaine a pénétré dans un complexe près d'Alep. Les soldats ne savaient pas qu'ils trouveraient des enfants. On leur a ordonné d'attendre. On leur a dit que c'était dangereux. Mais une femme, un commandant, a choisi d'agir quand même. Cette femme était la générale Evelyn Carter. J'ai vu des têtes se tourner, des bouches s'ouvrir, des yeux se déplacer vers moi. Mes souvenirs de cette nuit sont des fragments, a-t-il dit. La douleur, la lumière, l'odeur de diesel. Une femme à genoux à côté de moi, enroulant une veste autour de mes épaules. Sa voix, calme, rassurante. Je n'ai jamais oublié sa voix. Il a fait une pause, puis m'a regardé directement. Je suis en vie aujourd'hui parce qu'elle a désobéi. Quelques halètements se sont fait entendre. Quelqu'un près du premier rang a essuyé une larme sur sa joue. Je suis devenu médecin, a-t-il poursuivi. Aujourd'hui, je travaille dans un hôpital pour enfants à New York. J'ai aidé à sauver des vies parce que quelqu'un a un jour sauvé la mienne. Et pendant des années, je n'ai pas su son nom. Personne ne voulait me le dire. Personne ne voulait parler de la mission. Je n'ai appris la vérité que récemment, par accident, grâce à un document divulgué qui n'aurait jamais dû exister. Il s'est retourné vers le microphone, sa voix tremblait, mais pas de peur. De quelque chose de plus profond, de la fierté, du chagrin, de la gratitude. Elle n'a pas demandé de remerciements. Elle n'a pas demandé à ce qu'on se souvienne d'elle. Mais je me souviens. Nous nous souvenons. Puis il a mis la main dans sa veste et en a sorti une petite enveloppe. Ma jeune sœur, l'une des 43 enfants sauvés cette nuit-là, a écrit ceci avant de décéder l'année dernière d'une leucémie. Elle voulait dire quelque chose si jamais elle découvrait qu'il avait sauvé. Il a déplié une note, l'a lue doucement. À la dame au bras fort, merci d'avoir été courageuse quand le monde ne l'était pas. Merci de nous avoir choisis, même quand on vous a dit de ne pas le faire. Je ne me souviens pas de votre visage, mais je me souviens de m'être senti en sécurité. C'était suffisant. Mes mains n'ont pas bougé. Mon corps n'a pas oscillé, mais à l'intérieur, mon souffle s'est brisé en 1000 petits morceaux. Derrière moi, quelqu'un a sangloté. Près du premier rang, j'ai vu les jointures de mon père blanchir sur le bord de sa chaise. Et à côté de lui, le visage de mon frère était pâle. Azim a regardé le public une dernière fois. L'histoire a essayé de l'oublier. Mais nous ne l'avons pas fait. Et nous ne le ferons pas, il est descendu. Pas d'applaudissements, non pas parce qu'il ne les avait pas mérités, mais parce que le moment avait volé le son lui-même. Il a marché droit vers moi, et quand il m'a atteinte, il s'est arrêté, a tendu la main et a dit, « J'ai attendu toute ma vie pour dire ça. Merci, Général Carter. » Je lui ai serré la main, ferme, immobile. Pas un mot entre nous, car parfois, lorsque la vérité est enfin dite à voix haute, il n'y a plus rien à ajouter. Pendant 15 ans, mon père ne m'a jamais regardé dans les yeux. Pas après la Syrie. Pas après les dîners de famille auxquels je n'étais pas invité. Pas après que les chuchotements se soient transformés en silence, et le silence en absence. Même lorsque nous avons partagé la même pièce une fois, à l'enterrement d'un cousin, il a gardé son attention ailleurs. C'était comme si je n'existais plus dans son champ de vision. Mais après le discours d'Azim, quelque chose s'est fissuré. Il ne s'est pas levé tout de suite. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas baissé le menton de honte. Cela aurait été trop facile et trop différent de lui. Au lieu de cela, il est resté parfaitement immobile, les doigts étroitement entrelacés sur ses genoux, les épaules bloquées dans cette même position de repos qu'il nous avait tous apprise quand nous étions enfants. Mais sa mâchoire a tremblé une fois, brièvement, et c'était le premier mouvement que j'avais vu de sa part depuis des années qui n'était pas répété. Mon frère s'est penché vers lui, a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Mon père n'a pas répondu. Ses yeux sont restés fixés sur l'endroit où Azim s'était tenu, où la vérité s'était déversée comme de l'eau sur de la vieille pierre sèche. Puis, sans crier gare, il s'est levé. Pas avec urgence, pas comme une réaction, plutôt comme un changement de gravité. Je n'ai pas tressailli.
Je n'ai pas supposé qu'il venait vers moi. En fait, une partie de moi pensait qu'il pourrait simplement partir, s'éloigner comme il l'avait toujours fait. Mais alors que la foule commençait à murmurer, à s'agiter et à expirer de nouveau, il a fait quelque chose que je ne l'avais pas vu faire depuis que j'étais une petite fille. Il s'est tourné vers moi. Nos regards se sont croisés. 15 ans se sont effondrés dans ce seul moment chargé. Je l'ai vu, la fierté qu'il avait enterrée, le doute qu'il n'avait jamais exprimé, la douleur qu'il avait avalée tout entière parce qu'il était plus facile de me blâmer que de remettre en question le système qu'il avait passé sa vie à défendre. Il n'a pas parlé. Il n'a pas souri. Il n'a pas tendu la main. Mais il a hoché la tête, juste une fois. Pas un grand geste, pas une reconnaissance publique, mais une reconnaissance. Un salut. Non pas de grade à grade, mais de père à fille. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas des excuses. Mais c'était quelque chose de réel. Et le réel était suffisant. Il a tenu le regard juste une seconde de plus, puis s'est retourné vers son siège. Il ne s'est pas assis. Il est simplement resté derrière la chaise, les mains agrippant le dossier comme s'il avait besoin de se tenir à quelque chose qui ne s'effondrait pas. Je pouvais sentir chaque souffle dans l'espace autour de nous changer. Mon frère m'a ensuite jeté un coup d'œil, incertain, son visage quelque part entre la confusion et le regret. Mais je n'ai pas croisé son regard. Pas encore. Ce moment appartenait à mon père et à moi. À tout ce qui n'avait pas été dit. À tout ce que nous avions tous les deux perdu et à tout ce que nous ne pourrions peut-être jamais récupérer. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas effacé. Je me sentais vu. Pas comme la générale Carter, pas comme la honte, la paria, le fantôme. Juste Evelyne. La fille à qui il avait autrefois appris à lasser ses bottes avec précision. La fille qu'il avait autrefois cru capable de commander des armées. La femme qui avait vécu assez longtemps pour prouver qu'il n'avait pas eu tort, juste qu'il n'avait pas voulu attendre assez longtemps pour le savoir. Et peut-être que c'était tout ce dont j'avais toujours eu besoin. Pas des applaudissements, pas une médaille, juste un regard en arrière pour me rappeler que je n'avais jamais été invisible, seulement gênante. La cérémonie s'est terminée, mais pas le bruit. En quelques heures, les vidéos des invités arrivants sont devenues virales. Quelqu'un avait filmé le général Rod me saluant sous 3 angles. Un autre avait capturé le discours d'Azim en entier, tremblant mais clair. Le lendemain matin, mon nom était en tendance pour la première fois en 15 ans. Pas comme une honte, pas comme un fantôme, mais comme un point d'interrogation. Certains titres parlaient de rédemption, une générale oubliée revient sur le devant de la scène. Elle a désobéi, mais elle a sauvé des vies. Qui avait raison? D'autres n'étaient pas si généreux, héroïne ou fardeau? La générale Carter a-t-elle mis en danger une alliance diplomatique? Les sections de commentaires s'enflammaient comme une traînée de poudre. Elle a désobéi aux ordres, purement et simplement. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'insubordination. Si elle n'avait pas agi, 43 enfants seraient morts. Qu'auriez-vous fait? Imaginez si chaque soldat se mettait à réécrire les ordres. Ce serait le chaos. Vous savez quoi d'autre? Nous aurions moins de morts par bureaucratie. Même parmi les anciens combattants, le débat était partagé. Certains louaient ma décision, l'appelaient la clarté du champ de bataille. D'autres disaient que j'avais brisé le code, et qu'une fois que c'est brisé, tout le reste s'effondre. Des podcasts invitaient des éthiciens, des généraux, des survivants de traumatismes. Tout le monde avait une opinion. Tout le monde voulait avoir le dernier mot. Sauf moi. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas écrit de mémoire. Parce que rien de tout cela n'était nouveau pour moi. Il ne faisait que débattre de ce que j'avais déjà vécu, seul. Mais j'ai observé en silence, non pas pour me défendre, mais pour comprendre comment le monde donne un sens aux zones grises. Cela ne m'a pas surprise que les gens choisissent des camps. Ce qui m'a surprise, c'est le nombre de personnes qui ont marqué une pause. Le nombre de ceux qui ont dit « je ne sais pas ce que j'aurais fait ». Cette pause signifiait quelque chose. Parce que pendant 15 ans, j'avais été la méchante dans une histoire que personne ne voulait examiner. Maintenant, pour la première fois, les gens ne regardaient pas seulement ce que j'avais fait. Ils se demandaient pourquoi. Et qu'ils soient d'accord ou non, ce passage du jugement à l'interrogation ressemblait à une forme de justice. Imparfaite, désordonnée, mais réelle. Je suis rentré chez moi le lendemain matin.
pas de conférence de presse, pas d'interview, pas de table ronde avec des analystes militaires disséquant chacune de mes décisions. Je n'ai pas retourné les appels des journalistes ni répondu aux demandes par courriel. Je n'ai pas signé de contrat de livre, et je n'ai laissé personne filmer un documentaire. Je n'avais pas besoin d'une plateforme. Je voulais juste la paix. La ferme m'attendait. Les clôtures avaient encore besoin d'être réparées. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes de fin d'été. Mes bottes se sont enfoncées dans la terre familière comme si elles avaient enfin le droit de se reposer. J'ai enlevé la veste avec l'écusson de service, je l'ai pliée soigneusement, je l'ai remise dans le coffre avec la boîte de médailles que je n'avais toujours pas déballée. Puis j'ai fermé le couvercle et je l'ai glissé sous mon lit. Je ne me cachais pas. Je ne jouais juste pas un rôle. Il y a une différence. Pendant des années, mon silence a été forcé, imposé par des habilitations, enterré sous le secret et la honte. Mais cette fois, c'était à moi de le choisir. Et je l'ai choisi. Je n'avais plus besoin de corriger le dossier, plus besoin des excuses ou des applaudissements de qui que ce soit. La vérité était sortie au grand jour, non pas parce que je l'Y avait traîné, mais parce que quelqu'un qui a vécu grâce à elle a parlé. C'était suffisant. Laissez le monde débattre. Laissez les forums tourner en rond. Laissez les gens qui ne connaissaient que le gros titre se demander si je méritais la rédemption. Parce que la rédemption n'était pas ce que je cherchais. Je cherchais un espace pour respirer, pour planter, pour dormir sans le bourdonnement du jugement dans mes oreilles. Je me suis réveillé avec le soleil et j'ai nourri les chèvres. J'ai réparé un poteau de clôture cassé avec un marteau si vieux qu'il appartenait à mon grand-père. J'ai fait du café dans la même tasse ébréchée que j'ai utilisée le matin après ma démission. La vie n'a pas changé, mais moi si. Quelque part entre le convoi et le discours, entre le garçon que j'avais sauvé et le père qui m'a enfin regardé, quelque chose en moi s'est apaisé. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que je l'étais. Peut-être que je ne serai jamais entièrement comprise. Peut-être que les gens se disputeront toujours pour savoir si ce que j'ai fait était juste. Et peut-être, juste peut-être, que ce n'est pas grave. Parce que la croyance n'est pas une condition préalable à la vérité. Et la justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est une femme sur son porche, regardant le ciel changer, enfin en paix avec elle-même. C'est arrivé un mardi. L'enveloppe n'était pas marquée. Pas d'adresse de retour, pas de timbre au-delà de l'habituel. Juste une écriture simple sur le devant, pour Evelyne. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Pas de papier à en-tête, pas de signature, mais les mots étaient clairs. Si tu le permets, j'aimerais passer. Pas pour dire pardon. Juste pour écouter. C'était tout. Pas d'exigence, pas de défense. Pas de « mais tu dois comprendre ». Juste ça. Et même si son nom n'était écrit nulle part sur la page, je savais qu'il avait envoyé. La façon dont le Y se courbait à la fin. La façon dont le papier sentait faiblement le vieux tabac et le pain. Je suis resté assise à la table de la cuisine avec la lettre devant moi pendant presque 1 heure. Le café refroidi, le soleil glissant par la fenêtre, mon pouce caressant le bord du papier encore et encore. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je suis juste restée assise. Pendant des années, j'avais répété ce que je dirais à mon père s'il venait un jour me trouver. J'avais imaginé des confrontations, des disputes, peut-être même des cris. Mais cette seule phrase a défait tout cela. Non pas parce qu'elle réparait quoi que ce soit, mais parce qu'elle n'essayait pas de le faire. Il n'a pas écrit pour me récupérer. Il a écrit pour être témoin de moi. Et pour un homme comme mon père, dont l'amour était discipline, dont l'approbation était silence, c'était un tremblement de terre. Pourtant, je n'ai pas répondu. Non pas pour le punir, non pas parce que je ne voulais pas qu'il vienne, mais parce que j'avais besoin que le silence dure juste un peu plus longtemps, pour respirer ce que c'était que d'être entendu avant qu'on ne me parle. Cet après-midi-là, je suis sorti sur le porche avec la lettre toujours à la main. La brise était légère. Les chèvres étaient calmes. Le monde ne savait pas ce qui se déroulait dans ma poitrine, mais moi si. Et peut-être, lui aussi. Je ne savais pas s'il viendrait. Et je ne savais pas si j'étais prête. Mais je savais ceci, cette lettre ne demandait pas le pardon. Elle demandait une place. Parfois, c'est la chose la plus honnête qu'un homme puisse offrir, surtout un homme qui m'a appris à me battre avec des règles, puis m'a puni quand j'ai choisi les gens plutôt que le protocole. Il viendrait ou il ne viendrait pas. Quoi qu'il en soit,
je m'étais déjà levé de cette table, celle où j'étais autrefois assise en dernier, et j'en avais construit une à moi. Et s'il arrivait, je lui verserais une tasse de café. Même tasse ébréchée, même matin calme. Pas besoin d'excuses. Juste un espace pour parler, et peut-être, juste peut-être, un espace pour écouter. Ce matin-là, je me suis réveillé avant le soleil. L'air était immobile, comme si la terre n'avait pas encore décidé de respirer. J'ai traversé la cuisine par instinct. Les mêmes planches usées sous mes pieds, le même léger bourdonnement du réfrigérateur. Mes mains ont atteint la bouilloire sans réfléchir. 2 tasses cette fois. Une pour moi, une pour peut-être. Je n'ai pas regardé la route, je ne m'attendais pas à un moteur ou à des bottes sur le gravier ou au vieux camion gris dont je me souvenais encore des années auparavant. J'ai juste fait bouillir l'eau qui fumait et sifflait. J'ai nettoyé un peu le Porsche, épousseté le vieux fauteuil à bascule, et j'ai sorti la deuxième chaise du coin où je la gardais habituellement pliée. Je ne savais même pas pourquoi je l'avais gardée toutes ces années, mais elle était là, attendant, tout comme moi. Je l'ai placée à côté de la mienne. Pas en face, pas face à moi comme une confrontation, mais à côté de moi, en tant qu'égal, en tant que témoin du même ciel. C'était une petite chose, vraiment, une deuxième chaise. Mais dans notre famille, les sièges avaient toujours signifié quelque chose. À notre table, votre place définissait votre statut. Le père en bout de table, la mère à sa droite. Puis les enfants, par ordre de faveur ou de performance. Quand j'étais plus jeune, je me rapprochais petit à petit du haut de la table, espérant un jour gagner la place à côté de lui. Puis 2010 est arrivé, et d'un coup, j'avais disparu. Ma chaise vide, mon nom silencieux. Ce matin, alors que le café infusait, je me suis assise sur ma chaise sur le porche et j'ai posé la deuxième tasse sur la coudoir du siège vide. Je n'ai pas pensé à ce que je dirais s'il venait. Je n'ai pas préparé de discours. Je n'ai pas répété le pardon. Je n'ai pas revécu la colère. J'ai juste attendu. Le vent s'est levé doucement. Les oiseaux ont commencé à gazouiller dans les arbres. Une chèvre a éternué quelque part derrière la grange. La vie continuait. J'ai regardé la vapeur s'échapper de la tasse intacte. C'était beau dans son immobilité. Pas un symbole, pas une déclaration, juste une tasse de café pour quelqu'un que j'appelais autrefois père. Je n'étais pas sûr qu'il viendrait, mais sortir la chaise, faire de la place c'était pour moi. Pour me rappeler que je pouvais faire de la place sans attente, sans amertume, sans avoir besoin de réécrire ce qui s'était passé. Juste de la place pour quelqu'un qui n'en avait pas fait pour moi autrefois. Et s'il ne se présentait pas, si ce siège restait vide pour toujours, ce serait bien aussi. Parce que l'acte de le placer là était déjà une sorte de guérison, une déclaration silencieuse que je ne vivais plus dans l'ombre de l'absence. Que je pouvais inviter la présence, même si elle n'arrivait jamais. Que je pouvais laisser la porte déverrouillée, la bouilloire chaude, le silence doux. Que je pouvais vivre sans haine. Et peut-être que c'était toute la victoire dont j'avais besoin. Je n'ai jamais visité le mur. Pas celui sculpté dans le marbre ou éclairé par des projecteurs. Pas celui contre lequel les touristes s'appuient pour des photographies. Je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai vu un autre genre de mur. Un qui n'est pas fait de pierre ou de bronze. Il est dans les yeux des gens que j'ai un jour sortis des décombres. Il est dans la poignée de main d'un homme qui a boité vers moi dans un hôpital des années après le sauvetage, tenant la main de son fils, murmurant « Il porte votre nom ». Il est dans l'invitation de mariage arrivée par la poste le printemps dernier d'une jeune infirmière que j'ai un jour portée hors d'une école effondrée en Syrie. Elle a épousé un pompier. Ils ont dit que je pouvais m'asseoir au premier rang. Je n'y suis pas allé, mais j'ai gardé la carte. Il est dans la photo que j'ai scotchée au réfrigérateur, un groupe de 10 enfants, maintenant adultes, debout devant une clinique médicale dans le Queens. L'un est pédiatre. 2 sont devenus enseignants. L'un est avec les pompiers de New York. Chacun d'eux venait d'un endroit que les gens appelaient autrefois sans espoir. Ils ont vécu. Et c'est ce mur que je visite. Tous les noms ne sont pas gravés sur des médailles ou dans des discours. Certains vivent dans des vies qui continuent, dans les secondes chances qui leur ont été données, dans les futurs qu'ils ont créés. Si vous me demandiez maintenant, le referais-je? Romprais-je le protocole, risquerais-je mon grade, avalerais-je le silence, perdrais-je l'honneur? Oui. 1000 fois, oui. Parce qu'entre les médailles et les vies, je choisis les vies. Entre le silence et le cri d'un enfant piégé, je choisis de désobéir.
entre disparaître dans l'histoire ou devenir un souvenir dans la survie de quelqu'un, je choisis d'être la raison pour laquelle quelqu'un peut grandir, aimer, pardonner, et peut-être sauver quelqu'un d'autre. Alors, non, je n'ai pas besoin de mon nom sur leur mur. J'ai juste besoin qu'il ne soit pas effacé. C'est suffisant. Maintenant, je vis dans une ferme tranquille. Le porche est calme, les chèvres sont bruyantes. Parfois, le courrier apporte des lettres. Parfois, non. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je crois entendre des rotors lointains, comme des fantômes rentrant à la maison. Mais la plupart du temps, je bois mon café sur le porche. Je lis, je respire, et je me souviens. Pas seulement des visages que j'ai sauvés, mais de ceux que je n'ai pas sauvés, de ceux que je n'oublierai jamais. Et si vous entendez mon histoire maintenant, où que vous soyez, j'espère que vous emporterez une chose avec vous, vous n'avez pas besoin d'être reconnu pour compter. Vous n'avez pas besoin qu'on se souvienne de vous pour avoir fait une différence. Vous devez juste vous présenter, même quand ils vous laissent de côté. Même quand votre nom est rayé. Même quand personne n'applaudit. Parfois, les actes les plus silencieux résonnent le plus fort à travers le temps. Et parfois, le miracle n'est pas la personne qui arrive avec la gloire. C'est celle qui est restée quand personne ne regardait. Avant de nous dire au revoir, nous aimerions savoir, d'où nous regardez-vous? Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud ou une nuit tardive où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Faites-le nous savoir dans les commentaires, nous lisons chacun d'eux avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. Non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Où que vous soyez, nous espérons que vous emporterez cette histoire avec vous. Et souvenez-vous, parfois le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement jusqu'à ce que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous, et nous vous retrouverons dans la prochaine histoire.